Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Basile. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai beaucoup d'histoires mystiques à raconter. Mais là, on va commencer par la première et de temps à autre, je viendrai aussi laisser les autres. D'accord. Donc, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup aller au village, passer les vacances avec les cousins, tout ça. Voilà, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment la nature, la brousse et tout. Donc, étant là-bas, en ce temps, dans le village de ma maman, parce que je partais avec ma mère, dans le village de ma mère, il n'y avait pas d'électricité. Donc, il fallait qu'on parte dans un autre village à environ 1,5 km ou 2 pour charger les téléphones. Et il fut une période, il fut un jour où il y avait dans le village dans lequel on partait charger les téléphones, il y avait des funérailles, il y avait une femme qui était décédée. Et ce même jour-là, ma mère m'a envoyé, c'était un vendredi, ma mère m'a envoyé, tiens, va charger mes téléphones. Donc je suis parti, arrivé à destination. Le monsieur, il me dit que j'ai de très bonnes relations avec ta maman, puisqu'aujourd'hui on recevra beaucoup de personnes et tout. Je ne suis pas sûr de pouvoir garantir la sécurité des téléphones. Donc, rentre à la maison avec. Et puis, après demain, tu reviens. Je vais charger ça pour elle. Parce que, comme il y aura beaucoup de personnes, il ne faudrait pas que ça se perde. Et puis, entre lui et ma mère, la relation devienne bizarre. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je reprends les téléphones. Et je remonte sur mon vélo, je prends la route. Sur la route, comme j'ai l'habitude de l'emprunter, je connais un peu les petits sentiers. Vous savez, là, il y a une voie principale, il y a des petits sentiers que les gens empruntent pour aller dans le champ et tout. Moi, c'est vrai, c'est pas mon village, mais je connais quand même cette route parce que je la pratiquais très souvent. Oui, parce que moi, je roulais au vélo un peu partout dans les villages, je me baladais un peu partout. Donc, arrivé quelque part au milieu de la route, j'ai aperçu une dame, une vieille dame, peut-être de 80 ans, un truc comme ça. Elle avait de très belles boucles d'oreilles, de très beaux colliers. Vous savez, les colliers traditionnels chez nous, les Baoulés, en pays Baoulés, colliers traditionnels, boucles, très jolis pagnes, en tout cas bien cousus. Dès que j'ai aperçu la dame, j'ai pris froid en même temps. Tout ce qui était autour de moi a été glacé. J'en parle même, j'ai la chair de poule. De la tête aux pieds, j'ai été glacé. Je la regardais, je la fixais, elle aussi elle me fixait. Et c'est elle qui m'a dit bonjour tonton. Non, elle a dit bonsoir tonton. Et moi j'ai dit bonsoir la vieille. Quand j'ai dit ça, je l'ai dépassé, j'ai plus regardé derrière moi. Non mais j'ai pédalé le vélo comme jamais je ne l'avais fait. J'avais tellement peur, je savais que cette femme-là, elle n'était pas normale. En tout cas, il y avait quelque chose de pas normal chez elle. Et l'endroit où je l'ai vue, moi, quand je venais, parce que la voie est grande, la voie est dégagée, la voie est ouverte. Donc, je regarde devant moi, je ne vois personne. Et là, tout d'un coup, je la vois sortir de la forêt. Alors que à cet endroit-là, il n'y a pas de sentier. Pour les champs, il n'y a rien. C'est les herbes, c'est la broussaille. Impossible de se cacher là ou de se faufiler. Si elle était là auparavant, je l'aurais vue. C'est ce qui m'a surpris dans l'affaire. Et donc, quand je l'ai vue comme ça, et puis ce jour même, il y a les jours de funérailles, on ne va même pas au champ. On ne va pas au champ. Donc, qui va aller faire quoi dans la forêt? Quand je l'ai vue, ça m'a tellement glacé.
j'ai pédalé le vélo, mais je vous dis, parce que euh, pour aller dans mon village, il faut passer sur un cimetière, au milieu d'un cimetière. Voilà, il y a un cimetière à gauche, à droite, et il y a une grande voie au milieu. J'avais tellement peur que j'ai pas pris le chemin, je suis allé dans un autre village. Et c'est dans cet autre village, je tenais avec mon vélo parce que j'avais peur, j'attendais que je rencontre quelqu'un de mon village qui allait prendre la route de mon village et partir avec cette personne. Donc j'étais là, je tenais et puis voilà, Dieu fait grâce, il y a des cousins, des amis du même village que moi qui étaient venus dans ce village à faire des achats. Et donc j'ai profité avec eux pour rentrer à la maison. Et le lendemain, non, la même nuit, je suis tombé gravement malade. Gravement malade. Le lendemain, ça n'allait pas. Et moi qui voyais dans les films que les gens s'évanouissaient et ils se retrouvaient à l'hôpital, ils disaient, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là, ça m'est arrivé. Je pensais que c'était dans les films, mais ça m'est arrivé tellement j'étais mal en point. Il fut même un jour où c'est comme si je suffoquais. C'est comme si je ne pouvais plus respirer. Et petit à petit, avec les médicaments, c'est passé. J'ai expliqué ça à ma maman et elle a compris automatiquement. Parce que même, je précise, le village où j'étais parti, le funérail, c'était dans les funérailles d'une dame. C'était une dame qui était décédée, une vieille femme qui était décédée. Du coup, moi, je suis persuadé, sûr et certain, que c'est la dame décédée là que j'ai vue. J'en doute pas. Parce que je rencontre beaucoup de personnes. Moi, je connais la forêt, j'entre dans la forêt, j'ai pas peur. Parfois, j'explore la forêt, je me trouve un endroit, je me couche là-bas, je dors pendant la journée et puis bon, voilà. La nuit, je peux pas m'aventurer dans la forêt, mais en tout cas, dans la journée, je gère. Il n'y a aucun problème. Même si je viens de la ville, c'est pas un problème. Mais cette femme-là, je savais qu'elle n'était pas normale. Donc, c'était un peu mon histoire. J'en ai beaucoup d'autres, beaucoup plus terrifiantes, beaucoup plus vraiment. Mais bon, on va y revenir. D'abord, commençons avec ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Coucou, bonjour DMG TV, bonjour la team, bonjour aux abonnés de DMG TV. Ça fait un bail et je reviens avec deux histoires que j'aimerais bien vous partager. La première histoire, elle me concerne toutes les deux. Et la première, en fait, elle sera un petit peu brève et ça me fera plaisir si j'avais vos retours par rapport à ça. Moi, ça fait 3 ans que j'ai croisé au marché un monsieur qui, je dirais pas en fait le pays dans lequel il vient, mais c'est un pays plein de marabouts. Tout le monde le connaît en Afrique. Et donc, un jour, le monsieur m'approche, il me dit, ah ben moi, je vous ai remarqué et tout, et en fait, j'aimerais bien qu'on soit amis. Et moi, je me dis, mais il n'y a pas de problème, on peut être amis et tout. Donc, de temps en temps, on s'appelait, on se disait bonjour et tout. Et un beau jour, le monsieur me dit, mais franchement, vous me plaisez. Et du coup, moi, je lui dis, mais en fait, moi, je ne suis pas intéressée. Et la personne me dit, mais non, vous me plaisez vraiment. Et donc, je lui disais, ben, moi, je n'étais pas vraiment intéressée. Et voilà qu'un jour, en fait, pendant que j'étais en train de discuter avec le monsieur, en fait, on était ensemble, on discutait. Et je reçois un appel d'Afrique d'une autorité. Et donc, le monsieur, il voit l'autorité, il me demande bonjour et tout. Bon, puisque moi, j'étais en WhatsApp vidéo, donc du coup, il était à côté. Mais en fait, nous, on parlait une autre langue, donc il ne comprenait pas trop. Et donc, il me dit, mais la personne, c'est qui? Il me dit, mais la personne a une certaine aura. Et je me dis, ah non, la personne est gouverneur, par exemple, d'un État. Et donc, du coup, on discutait. Il me dit, ah, ok. Et la personne est qui pour toi? Je dis, ah, la personne est un membre de ma famille. Donc, ça faisait 2 jours qu'il ne m'avait pas entendu, donc il m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Et donc, du coup, il me dit, ah, ok. Et je me suis rendu compte que la personne insistait encore plus. Et mais moi, je lui disais, mais c'est pas possible, hein. Il faut lâcher le morceau.
on peut être amis. Et moi, je viens en fait d'une séparation très difficile. À elle, les enfants, c'est déjà difficile et moi, je suis vraiment pas intéressée. Un soir, le monsieur me dit qu'il doit... Non, le monsieur me demande si je peux le conduire à l'aéroport. Je lui demande, mais c'est pourquoi? Il me dit, mais lui, il doit rentrer en Afrique. Donc, il rentre en Afrique et pendant qu'il est en Afrique, un soir, mon téléphone sonne. Je vous explique, hein. Mon téléphone sonne à 0h00. Et bon, en fait, le réflexe, je dormais déjà, mais j'ai pris mon téléphone et j'ai décroché. C'est pour ça que je sais que c'est à 0h, 0h. Et il me dit bonjour, tu me manques. Et moi, je lui dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais il ne voit pas l'heure. Moi, je travaille le matin, je sais pas. Et je lui dis, mais il faut me rappeler le matin. Il raccroche. Dès qu'il raccroche, je dors. Je rêve que je quitte mon corps. Vous voyez, je rêve que je suis en train de quitter mon corps et je rêve que je suis arrêtée et je me regarde. Je suis en train de me regarder. Et donc, en ce moment, ma tante était là. Elle est fervente chrétienne, elle prie très fort. Je me suis levée. En fait, j'ai trouvé ça pas trop normal, quoi, de me voir marcher dans ma maison. Mon rêve, c'est que je me vois coucher, mais je marche dans ma maison. Et donc, du coup, le lendemain, je me réveille. Et le lendemain, j'en parle à ma tante. Ma tante me dit, là, je vais prier. Elle a prié. Et le lendemain, il m'appelle avec un numéro des États-Unis. Il était 2h et quelques du matin. Moi, je n'ai pas décroché. J'ai dit, mais c'est qui m'emmerde comme ça? Et du coup, je reçois une photo. Moi, j'éteins jamais mon téléphone parce que quand on a des parents qui sont très âgés, on a des enfants, il faut toujours laisser le téléphone. Moi, c'est ma philosophie. Donc, je vois l'appel, je dis, mais je ne décroche pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie la photo d'un gris-gris. Je ne sais pas, dans le WhatsApp. Il m'envoie la photo d'un gris-gris dans le WhatsApp. Je ne sais pas si c'est un gris-gris. Il me dit que c'est une pièce qui fait... Non, il me dit que c'est un objet d'art africain qui fait 150 ans. C'est ce qu'il m'a dit. Et il me dit, est-ce que je suis intéressée? Je dis, mais je vais faire quoi avec ce truc de 150 ans? Il me dit, non, la nuit là, hein. Parce que quand j'ai vu le truc, je l'ai rappelé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je dis, il sait qu'à 7 heures, on dort ici et tout. Et il m'envoie des... Et donc, au final, j'ai appelé ma mère. Elle est plutôt différente, hein. Elle est le genre, elle ne s'amuse pas avec le spirituel et le mystique. Et ma mère m'a dit, t'as quitté ton corps? J'ai dit oui. Ça s'est répété combien de fois? J'ai dit 2 fois. Et elle me dit, mets du citron et puis de l'ail sous ton oreiller. Et quand j'ai mis le citron et l'ail sous mon oreiller, il ne m'a plus appelé. Il ne m'a plus appelé, il est revenu. Il est revenu, il ne m'a même plus appelé. Il ne m'a plus appelé du tout. Vous voyez? Et il a fait 3 mois, 4 mois, il ne m'a pas appelé. Et donc moi, je l'ai appelé, j'ai dit, mais t'es revenu, tu ne me cherches pas. Il dit, non, qu'il doit repartir en Afrique. Il est reparti en Afrique. Quand il est reparti encore en Afrique, là, je vous assure que le phénomène s'est répété. Mais cette fois-ci, j'ai été très intelligente. Parce que dès que la nuit, j'ai commencé à dormir, j'ai ressenti que je devais encore quitter mon corps. J'ai quitté mon corps. Quand je me suis réveillée, le réflexe, c'était de prendre de l'ail et du citron, mettre sous mon oreiller. Et je vous assure que la personne là, elle me fuit. De toute façon, ma maman m'avait dit qu'elle allait régler ce problème-là. Et donc, du coup, la personne me fuit et la personne m'évite. Il ne m'appelle plus, il ne me cherche plus. Mais quand il me voit dans la rue, il me dit « Ah, ça fait longtemps, mais où t'es passé? D'où tu viens ?» Personnellement, je ne sais pas si c'est spirituel, mystique, mais en fait, je pense que c'est quand même un phénomène. Je ne sais pas si c'est un rêve ou c'est réel, mais j'avais l'impression que chaque fois quand je rêvais, que je me regardais dormir et que je me promenais dans ma maison, j'avais l'impression que c'était vraiment réel. Et je compte sur vous pour me donner votre avis par rapport à ça. Peut-être que vous avez une idée si c'est spirituel, mystique ou c'est paranormal. On verra. Merci bien et excellente journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire.
Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien, ainsi que toute ton équipe. J'aimerais partager avec vous une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais un peu plus jeune, qui m'a affectée et je dirais qui m'affecte toujours aujourd'hui. Déjà, je tiens à vous rappeler je tiens à vous informer que j'ai donné naissance à ma fille. Je suis tombée enceinte de ma fille, j'avais 19 ans, j'étais encore très jeune. Donc, peu après être tombée enceinte, quelques mois avant l'accouchement, je me suis installée je suis allée m'installer dans la ville de Déa. Moi, je vivais à Douala. Mais avant l'accouchement, quelques semaines avant l'accouchement, je suis allée m'installer dans la ville de Douala, de Dédéa, chez ma grand-mère. Celle, d'ailleurs, c'est celle dont je porte le nom. Je suis allée m'installer chez elle. Dans la ville d'Édéa, plus principalement du côté d'Équité, pour ceux qui connaissent. Donc, je vais là-bas. J'ai donné naissance à ma fille. Tout se passait bien. Elle grandissait normalement. Tout allait bien dans l'ensemble, en fait. Et un jour, donc, en rentrant de mes balades comme ça, là, juste comme ça, en marchant, en rentrant de mes marches, une voiture qui s'arrête à ma hauteur. Et à l'intérieur, c'est un monsieur qui me propose de me raccompagner. Et j'accepte. Une fois que je monte à bord du véhicule, il me fait comprendre qu'en fait, il m'a déjà remarqué, il me remarque au quartier et que depuis, il cherche un moyen de m'aborder. Mais bon, apparemment, lui semblait me connaître parce qu'il faut aussi dire que ma grand-mère, celle chez qui je vivais, elle était née là-bas, elle avait grandi là-bas, elle s'est mariée là-bas. Ma maman, puisque c'était la mère de ma maman également était née là-bas, elle avait grandi là-bas, principalement dans ce quartier. Donc, notre maison familiale était un peu plus loin. Moi, je vais préférer vivre chez ma grand-mère. Donc, apparemment, il m'avait remarqué, puisque mon grand-père était un homme très, très connu là-bas. C'est juste que je ne peux pas dire son nom, mais si c'est qu'il y a des gens de la vie d'Édé, du côté d'Équité, si je dis son nom, ils vont se rappeler de la famille en question dont je suis en train de parler. Donc, pour ne pas en faire long, il propose de s'arrêter. Il me dit qu'il comptait s'arrêter à un circuit là, en question sur des atterrats avant de rentrer. Moi, je lui dis, moi, je ne comptais pas m'arrêter, je ne comptais pas traîner, je voulais directement rentrer, puisque j'ai laissé l'enfant. Il me dit, non, reste un peu, on échange, et puis, le temps de me désaltérer, toi aussi, tu bois un truc, et puis je rentre, et puis on rentre. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis assise avec lui, on a papoté un peu. Et il a commandé à manger, on a mangé, il a commandé carrément du vin rouge, on a bu. À ce moment-là, je n'étais pas très alcool, mais j'ai bu également pour me mettre dans la danse. Ce qui fait que comme je n'étais pas trop habituée à l'alcool, ça m'a dérangé, ça m'a beaucoup dérangé. Et puis, quelques heures après, il m'a ramené à la maison. Quand il me ramène à la maison, je m'allonge. J'avais la tête qui tournait comme pas possible. Juste quand je m'allonge, je me mets à vomir, je me lève et puis je vomis. Ce qui fait que ma grand-mère, elle n'était même pas au courant puisqu'elle était couchée dans sa chambre avec le bébé, avec l'enfant. Bon, elle était plus si bébé que ça. Elle devait déjà avoir un truc comme 1 an. Donc, voilà que le matin, elle se réveille, elle vient dans la chambre parce qu'elle voyait que je ne me réveillais pas. Elle vient dans la chambre, elle trouve excusez-moi, elle trouve mes vomis au sol, mélangés du riz avec du vin rouge. Bon, elle se met à crier croyant que j'ai vomi du sang. Elle criait, elle se met à alerter le voisin en disant que voilà. Je suis sortie tout le temps, elle me dit d'arrêter les sorties, je ne comprends pas, voilà qu'on m'a donné le poison, m'a empoisonné. Moi, j'étais couchée là, je ne comprenais rien. J'étais vraiment dans les vapes. Ce qui fait qu'elle va derrière, coupe, il y a une écorce chez nous là qu'on appelle le socle. Elle coupe pour venir me donner. Elle me tape sur le lien, lève-toi, tu n'as pas dit que tu veux faire le dehors, tu n'as pas dit que tu veux faire les balades, voilà les balades de maintenant, voilà ça, lève-toi, tu manges l'antipoison. Et puis moi, je me lève dans le sommeil et dis, je suis un peu le camp, je ne m'en pas donné le poison, je suis juste sous, voilà, j'ai bu, je suis sous, laisse-moi dormir. C'est là elle dit, mais attends donc, tu vis même encore, donc tu as envie. Ok, ça va. C'est comme ça qu'elle est sortie. C'était juste une parenthèse. Donc, ce qui fait que le soir, quand je me suis remis de mes émotions, j'étais dehors. J'étais en train de tirer l'eau dans le puits et le voilà qui passe. Puisque je me rappelle, je pense qu'on n'avait même pas eu le temps de changer de numéro. Voilà, il passe en voiture, mais lentement, puisque notre maison donne sur la route. Comment on dit, la nationale même, elle donne sur la route nationale. Donc, il passe et il roule lentement et il klaxonne. Quand je lève les yeux, je le vois et puis il me fait le signe de la main en me disant qu'on se prend au même endroit. Je lui dis ok. Le soir, quand je me suis baignée, ça allait déjà un peu. Je suis rentrée là où on s'était assis. Je suis allée là-bas, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé qu'il avait laissé la consigne au barman que si j'arrive, qu'il me reçoive. Quelques temps après, le voilà, il arrive. Quand il arrive,
Bon, il n'est pas allé par 4 chemins. Il me fait comprendre que lui, il est intéressé par moi. Mais je tiens à rappeler que c'était un monsieur déjà bien... Bon, c'est vrai que c'était un monsieur un peu plus âgé que moi. Mais il était prêt. Il avait... Comment on dit? Ça ne se voyait pas puisque déjà, un, il avait ses moyens et de deux, c'était un homme qui avait du charme. Voilà. Quand je dis comme ça, les autres vont comprendre. C'est un homme qui avait du charme. C'est un homme qui était bien, qui était propre sur lui. Il ne paraissait pas... Mais il avait l'âge d'être mon père quand même. Bon, disons comme ça, il avait l'âge d'être mon père. Donc il me dit qu'il est intéressé par moi. Et je tiens à rappeler que cet homme était marié, il vivait dans la ville de Douala. Et là-bas, il était constamment aidé à pourquoi, selon ce qui me fait comprendre, il avait déjà son chantier là-bas et deux, il avait un grand bar. Si je donne le nom du bar même, ceux qui sont de cette ville-là pour reconnaître, il avait un grand circuit à l'époque, bon, ce qu'on appelle un snack à l'époque. Donc, il me fait comprendre qu'il est intéressé et tout et tout. Il me propose même d'aller à la maison pour que je lui questionne, qu'il me montre la maison. Je lui dis, je connais ta maison, puisque quand il m'a parlé de lui, il m'a dit son nom. Je me suis rendu compte qu'en fait, je le connaissais. Il n'habitait pas très loin de... Son chantier n'était pas très loin de chez nous, c'était juste de l'autre côté. Je lui dis, je connais ta maison, mais c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il me dit, ok, on garde le compte, on se change de numéro. Il me remet même de l'argent et puis il me dépose devant chez nous. J'entre. Quand il me déposait, il était à peu près quelque chose de comme 2 heures. J'entre à la maison et puis lui continue s'en va. Il ne s'est rien passé. Hein. C'était même déjà, je dirais, le premier contact parce que la première fois, j'ai un peu bu, j'étais dans les vapes. Donc, j'entre, je suis endormie. À 3 heures, aux environs de 3 heures, on entend un bruit à la porte. On cogne, poum, 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 avec une telle violence. Ma grand-mère qui demande, mais c'est qui? Et puis c'est une maman, une voisine également du quartier qui répond, c'est moi. Elle répond, mais nous. Ma grand-mère dit, mais tu cherches quoi? Tu veux quoi à l'heure? S'il y a quoi, il y a un problème. Puisqu'il faut dire que cette maman, c'est une maman qui était réputée pour être une très mauvaise femme. Déjà dans sa cour, personne n'y allait. Que ce soit les mamans, que ce soit les papas, que ce soit les enfants. Personne ne fréquentait la cour, les 1,50 m de cette femme. Elle était réputée pour être une femme qui enlevait les enfants dans les ventres des femmes, qui dérangeait avec la sorcière, qui mangeait les enfants des femmes. Donc, ce qui fait que le copinage avec ses filles, tous les voisins interdisaient parce qu'on la connaissait, elle avait une mauvaise réputation. Donc, ma grand mère dit, mais tu cherches quoi? Tu veux quoi à cette heure? Elle dit, je suis venue te voir, arrête ta fille. Arrête ta fille, dis à ta fille qu'elle laisse le mari de ma fille. C'est là où mon gars me demande, mais attends un peu. Tu es venu me dire à ma fille de laisser le mari de ta fille. Elle dit oui, c'est exactement ça. Ma grand-mère qui demande que ma fille laisse ton mari ou bien le mari de ta fille. Ta fille est mariée. Elle dit que oui, l'homme avec qui elle sort là, c'est l'homme, elle dit le nom de l'homme, que c'est le mari de ma fille. Et il faut rappeler que sa fille était d'ailleurs enceinte de ce monsieur. Elle dit que c'est le mari de ma fille et tout. C'est là où ma grand-mère dit que, mais attends un peu, vous avez dit que toute la sorcellerie dont on t'accuse ici, là, sans blague, tu peux être dedans. Hein. Donc, tu sors à quelle heure pour venir me donner des avertissements? Et ce qui est bizarre, c'est que moi, j'étais couchée, je suivais toute la scène, je ne me suis même pas levée. Hein. Je ne me suis pas levée, je suis restée couchée. Ma grand-mère dit que, mais attends un peu, tu te prends même pour qui? Ta fille et ma fille. Donc, apparemment, je ne sais pas, comme le jour-là, il m'a klaxonné et j'ai fait signe. Vous connaissez les mamans, elle a vu. Ma grand-mère, elle a vu, mais elle est restée tranquille. Elle avait vu la scène, elle est restée tranquille. Donc, c'est là où elle dit que, mais attends un peu. Telle personne, parce qu'on le connaissait, elle-même le connaissait. Elle dit, mais telle personne, il est marié. Si ta fille et ma fille sont derrière, ça veut dire qu'elles sont juste des voleuses. Maintenant, tout sort le fait que c'est le mari de ta fille. Elle dit, j'ai dit, voilà ça que je suis venue t'avertir. Sinon, tu me connais, tu sais pas ce que je vais faire. Ma grand-mère dit, c'est là où ma grand-mère s'est mise à rire. Oh, sortez aux sorcelleries en direct. Tu viens chez moi m'avertir. Donc, ce qui fait que tout le quartier s'est levé cette nuit-là. Tu viens chez moi m'avertir. Tu dis que tu ne veux plus voir ma fille avec un homme qui n'appartient ni à toi, ni à toi. Mais ça, c'est quoi ça? C'est la dernière fois, je ne veux plus te voir ici. Les toits se sont charmés, Je vous dis, je ne me suis même pas levée. Le lendemain matin, les voisins sont encore revenus. C'est poser des questions par rapport que, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Ça veut dire que ma grand-mère m'était dépassée. Moi, je n'ai pas parlé. Le matin, là, puisque ma grand-mère, c'était une grande commerçante, elle vendait au marché. Je suis allée l'accompagner au marché. Moi, j'y allais tôt. Je classe la marchandise le temps qu'elle lave l'enfant à la maison et monte avec l'enfant. Donc, en rentrant, peu de temps après, ma grand-mère est arrivée. Quand elle est arrivée, moi, je descendais à la maison pour me laver et aller également à mes cours. Voilà la maman là qui me suit au marché. Quand elle voit que je suis
hors du champ visuel de ma grand-mère. Elle m'interpelle, elle me touche l'épaule, elle me dit, j'étais chez vous hier, j'ai averti à ta grand-mère, je ne veux plus te voir avec le mari de Bongo Boom. En fait, sa fille là, elle dit, je ne veux plus te voir avec le mari de ma fille. Je ne veux pour moi, je n'ai pas dit un seul mot, bizarrement. Je n'ai pas dit un seul mot. Elle a fini de parler et puis je suis partie. Je pouvais même aller voir ma grand-mère, dire à ma grand-mère que voilà, elle vient encore de... Mais puisque ma grand-mère aussi, il faut dire que c'était une femme prête. Hein. Elle était vraiment prête physiquement et prête même financièrement. J'ai voulu couper court. Étant donné qu'on était au marché, il ne fallait pas attirer l'attention. C'était pour aussi un sujet qui était bon à écouter. Je suis rentrée tout simplement. J'ai dit, ok, j'ai compris, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, quelques temps après, j'ai commencé à constater que lorsque je saignais, j'avais des douleurs atroces, quelque chose que je n'avais jamais eu. Je n'avais jamais eu de douleurs, les règles douloureuses qu'on dit là, je n'avais jamais eu. J'avais déjà un enfant. Je n'ai jamais eu ces... J'ai commencé à constater que le premier mois, je saigne, j'ai des douleurs atroces pendant près de 2 jours. Je n'arrive même pas, c'est à peine si j'arrive à poser le pied au sol, ma grand-mère a tout fait. Les remèdes traditionnels. Je suis même allée à l'hôpital, même jusque-là, ça n'allait pas. Chaque mois, chaque fois que je saignais, c'était comme ça. Voilà qu'au bout de quelque chose comme, je ne sais plus exactement la date, mais je pense que c'était toujours dans la même année. Un jour, une nuit, je dors et puis je rêve. Dans mon rêve, je suis avec ma soeur, je suis en train d'aller au champ. Nous sommes en train d'aller au champ. Et vous connaissez les pistes des champs, il y a juste les petites pistes des sentiers là. Il y avait un grand prunier juste devant. C'est comme si j'étais en train de marcher pour aller vers le prunier. Et voilà la grand-mère là qui vient derrière. Elle marche vite. Elle était toute fâchée. Elle vient, elle se place devant moi. Elle me dit, qui t'a même dit ça? Qui t'a même dit? Elle parlait en langue bassa, mais je vais parler en français. Elle dit, qui t'a même dit ça? Qui t'a dit? Hein? Qui t'a même d'abord dit que c'est là-bas que j'ai attaché ton ventre? D'abord même, je vais voir comment tu vas me traverser pour aller détacher. Je vais voir comment tu vas te traverser pour aller me détacher. Elle se poste devant le prunier. Et moi et ma soeur, on est là, on se regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc, on ne comprend pas. Elle se pose, elle fait que répéter que qui t'a même dit? Qui t'a montré que c'est ici que j'ai attaché ton ventre? D'abord, je vais voir comment tu vas me traverser pour aller couper ça. Je vais voir comment tu vas me traverser pour aller enlever ça. Et sur le prunier en question dont elle parlait, il y avait un sac blanc attaché. En haut, juste en hauteur, il y avait un sac blanc attaché. Dans le rêve, c'est comme ça que je me réveille en sursaut. Quand je me réveille, je fais part de ce rêve à ma grand-mère. Je lui dis voilà. Elle me dit, ah, c'est une petite sorcière. Elle cherche comme ça à te nuire. Mais elle ne peut pas des trucs comme ça. Donc, elle a brisé, elle a prié, des trucs comme ça. Et puis, c'est passé. Je pense une deuxième fois encore. Je ne me rappelle pas si c'était un mois, c'était une semaine, c'était un jour avant. Après, je refais le même rêve. Je suis en train d'aller au champ. Je suis en train d'aller, mais cette fois-ci, je suis seule. Je suis en train d'aller au champ. Elle vient encore derrière moi. Elle marche vite. Elle dit que qui t'a envoyé ici là? Qui t'a envoyé ici là? Qui t'a montré même ça? De toutes les façons, passe devant moi. Traverse-moi, tu parles. Je vais voir comment tu vas traverser. Tu vas partir enlever ça. Je vais voir comment tu vas partir. Qui t'a dit que c'est là-bas que j'ai attaché ton ventre? Qui t'a dit que c'est là-bas? De toutes les façons, tu ne peux même pas me traverser pour aller. Traverse-moi pour aller enlever ça. Traverse-moi pour aller enlever ça. Je vois, je me réveille. Je dis, mais attends un peu. Le rêve, si ça devient sérieux, c'est là où ma tête commence un peu à tiquer. Je me dis que, mais il faudrait quand même voir que cette femme est réputée pour des trucs comme ça. Il a entendu plusieurs choses, plusieurs histoires comme ça. Je prends peur. Je ne fais pas de ça à ma grand-mère. J'ai même dit à ma grand-mère que moi, je vais aller là-bas pour lui demander. Ma grand-mère me dit que je ne veux même pas te voir traverser sa route. J'ai dit, je ne veux même pas te voir traverser sa cour. Tu sais très bien qu'ici, la personne traverse la cour. J'ai dit, je ne veux même pas te voir si j'entends seulement un seul jour que tu as traversé la cour de cette femme pour aller faire. Tu vas lui demander des choses par rapport à quoi? Tu lui as fait quoi? Donc, les trucs comme ça, là, non. Et je me rappelle que derrière la maison de cette maman-là, il y avait un prunier. Il y avait un grand prunier. Donc, je ne sais pas, je ne saurais dire si le sentier, en fait, que je traversais, c'était la cour. C'était sa cour, c'était la cour de cette femme-là. Malgré les avertissements de la grand-mère, moi, je n'ai pas pris en compte. Je me suis dit qu'en fait, il s'agit de... J'ai pris peur, en fait. Je me suis dit qu'il s'agit de moi, il s'agit de ma vie. Voilà qu'un jour, pendant que la grand-mère est au champ, moi, je prends mes pieds, je m'en vais la voir. J'arrive, je la salue et je m'assois. Je lui dis, maman, je suis venue te voir. C'est la deuxième fois que je fais un rêve, un même rêve. Et quand je me renseigne, on me dit qu'il n'y a que toi qui peux me soigner. Elle me dit que, ma fille, comment ça? C'est moi, j'ai dit que depuis un certain temps, j'ai des douleurs atroces au ventre que je ne comprends pas. Et je lui explique mon rêve, que voilà. Elle me dit que, ah, ma fille, est-ce que je peux t'arrêter? Est-ce que je peux t'arrêter le ventre? Je ne peux pas t'arrêter le ventre. Est-ce que je peux te faire du mal? Je ne peux pas. Mais s'il s'agit du mal de ventre, je soigne le remède, je soigne les gens, les douleurs de ventre ici, là. Je soigne les problèmes de ventre.
Je peux te faire le remède. Tu pars, tu te soignes. T'inquiète pas, ma fille. C'était les choses des enfants. Je ne peux pas t'arrêter. Je ne peux pas t'arrêter le ventre pour ça. Je ne peux pas t'arrêter le ventre pour ça. C'est comme ça qu'elle a répondu. C'est comme ça qu'elle me fait le remède. Elle me donne, elle me demande d'aller me toucher. Ça a été l'erreur de ma vie. Ça a été l'erreur de ma vie. Je suis allée, je me suis purgée sans même informer à ma grand-mère. Je me suis purgée et je suis restée tranquille. Et j'ai oublié de vous dire que depuis la scène même qu'elle était venue faire à 3 heures, là, le monsieur là même, je n'avais même pas cherché à le rencontrer. Même quand il m'appelait, je ne décrochais pas. Pour finir, parce qu'il ne restait même pas là-bas. Il venait pour suivre ses affaires, suivre son chantier. Après, il rentrait sur Douala. Ce qui fait que lui également s'est découragé. Il a arrêté de me contacter. Parce que chaque fois qu'il appelait, je ne décrochais pas. L'histoire avec la maman là m'avait fait peur. Parce que je me suis demandé que, mais tiens, on n'était même pas rapprochés, on était un peu hors de la ville. À 3 heures, comment est-ce qu'elle a fait pour savoir que j'étais avec cet homme? D'un. Et de deux, l'endroit où on était, il n'y avait pas des gens qui auraient pu nous reconnaître. Et même s'il y avait des gens qui auraient pu nous reconnaître, c'est pas comme si c'est toute la ville qui savait, pas comme si c'était le mari de sa fille. Sa fille également était, comment dire, elle aussi, elle pointait seulement derrière le monsieur, bien qu'elle était enceinte. Mais c'était pas une relation qui était tellement connue. Ce n'était pas vraiment connu. Comment elle a fait pour savoir que j'étais exactement avec ce monsieur? Non, tout ça m'a un peu fait peur, j'ai préféré arrêter. Donc, comme je disais, elle m'a donné le remède, je me suis purgée sans informer à ma grand-mère. La vie a continué son cours. Me voilà aujourd'hui. J'ai eu mon fiancé à l'âge de 25 ans qui avait me fait les cérémonies du toqué-porte. Une fois que nous sommes restés ensemble, je n'arrivais pas à concevoir. On a fait des examens. On a fait des examens. On a tellement fait des examens. Mais on disait, il n'y a pas de problème. Parfois, on me disait que c'est l'absence de quoi sur la fleuve vaginale. On m'expliquait tellement de choses que je ne comprenais même pas. Mais on disait, c'est pas grave. On me mettait sur traitement, sur antibiotiques. Mais même jusque-là, l'enfant ne venait pas. Ce qui fait que la relation avait foiré. Puisque le gars en question était l'enfant unique à sa mère aussi. Donc, sa mère dérangeait, il fallait des enfants, lui aussi, il fallait des enfants. Quelques temps après, quand j'ai commencé à réaliser tout ce qui s'était passé dans la jeunesse là, moi, je n'ai pas voulu lui rendre coupable, je n'ai pas voulu qu'il m'aide à porter ma croix, en quelque sorte. Ce qui fait que la relation, ce n'est même pas lui qui a mis terme à la relation en tant que tel. C'est moi qui ai choisi de partir. Plus tard, quand je me rendais compte que même en étant avec d'autres hommes comme ça, je ne concevais pas. Ma fille était déjà à quelque chose comme 10 ans. Je ne concevais pas, je n'arrivais pas à concevoir. Je le dis comme ça, hein, mais vraiment, excusez-moi, ne me jugez pas. Je me suis dit que peut-être que le problème finalement vient de là et que je me donne disant que bref, j'ai compris que je n'aurais plus d'enfants, que je ne pourrais plus avoir d'enfants. J'ai préféré avoir des relations avec des hommes déjà mariés parce que je me disais que là au moins il n'y aura pas une certaine pression pour les enfants puisqu'il est marié, il a ses enfants, il a sa famille. Mais ça fait déjà près de 5 ans que je suis en relation avec un homme marié et dernièrement, pendant qu'on était ensemble, il me lance comme ça et il me dit et tu comptes me faire un enfant quand? Donc tout ça encore est revenu dans ma tête. Tout ça est revenu dans ma tête, ça m'a perturbé à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer parce que ma fille aujourd'hui, elle a 14 ans. J'ai donné naissance à ma fille, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, elle a 14 ans, je vous laisse faire le calcul. Je n'ai plus fait une fausse couche. Je n'ai même plus été enceinte pendant, disons, 1 mois pour dire qu'après, j'ai fait un avortement. Plus rien. Je n'ai plus jamais conçu de ma vie. Le comble est que ma grand-mère également, elle est décédée. Peut-être que si je lui avais en parlé, elle aurait pu trouver la situation, elle aurait pu trouver la solution. La maman aussi, elle est décédée bien avant la grand-mère. Ce qui fait que maintenant, je suis livrée à moi-même. Je ne sais même pas par où commencer. Aujourd'hui, je vous dis, ma fille, elle a 14 ans. Ma vie, elle est comme ça, en fait. Et pour rien, je n'ai rien fait. Je vous dis que lorsque la grand-mère est venue faire le tapage là, à la maison,
excusez-moi, la nuit où elle est venue faire son tapage à la maison, j'ai complètement arrêté déjà que je n'avais rien fait avec cet homme. Et surtout que cet homme n'était pas marié avec sa fille. Ça, je tiens à vous le rappeler. Donc, c'était juste du mal gratuit comme ça. Et aujourd'hui, j'en paye les conséquences. J'en paye les pots cassés. Je me rends coupable du fait que je sois allée la voir, alors que ma grand-mère me l'avait interdit. J'ai pris un remède qu'elle m'a donné, je me suis purgée avec. Ce qui veut dire que je suis entièrement coupable de ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, en conclusion, je dirais que faites attention à vous. Faites attention à vous, les filles. Faites attention à... Bref, aujourd'hui, on ne peut avoir confiance en personne. Mais, je dirais que pour celles qui ont encore la chance d'avoir leur maman, apprenez à vous confier à vos mamans. Apprenez à leur faire confiance. Apprenez à compter sur elles, sachant que, quel que soit le retour, elles pourront gérer. Voilà. Faites pas confiance à n'importe qui. Et aujourd'hui, je me sens d'autant plus mal parce que je me rappelle que lorsque j'ai conçu de ma première fille, j'ai failli me faire avorter parce que je fréquentais encore, j'étais jeune, j'avais peur également de la réaction des parents. Supposons que même elle, que j'avais avorté de ma fille, c'est qu'aujourd'hui, je suis où? C'est qu'aujourd'hui, je suis comment? C'est qu'aujourd'hui, je me sens comment? Donc, de toutes les façons, c'est à chacun de tirer la morale. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est un jeune homme nigérien qui a raconté cette histoire-ci. C'est en fait l'histoire de sa grande sœur. Quand cette dernière était allée en mariage, elle était partie avec lui. Pourquoi est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait parce que le monsieur qu'elle épousait était un veuf et il était père de 2 enfants en bas âge. Sa première femme avait décédé suite d'un accident de la circulation. En fait, elle était allée prendre l'un de leurs enfants à l'école. Ils avaient 3 enfants. Elle est allée prendre l'un des enfants à l'école et sur le retour, ils avaient fait l'accident et tous les 2 étaient morts. Voilà alors que maintenant, il rencontre la sœur de celui qui raconte l'histoire. Il drague, tout va bien, il se marie malgré les hésitations de la famille de la fille. Parce qu'il ne sentait pas trop le monsieur, ne sentait pas trop sa famille qui était vraiment très distante et tout ça. Mais la fille, elle voulait vraiment se marier avec l'homme là. Elle trouvait qu'il était super bien et tous les trucs qui vont avec. La famille alors dit que pardon, tu vas aller avec ton petit frère. En plus de ça, tu as 2 petits-enfants là-bas déjà. Donc, il va au moins t'épauler. Mais aussi, vous savez, la famille, on envoie généralement quelqu'un comme ça. C'est aussi pour un peu espionner, pour être les yeux de la famille dans ton nouveau foyer, voir si tout va bien. S'il y a un petit truc que la personne remarque, il peut dire. Et en fait, en plus que le jeune homme était un adolescent quand il partait, donc il réfléchissait déjà. Voilà alors que... le jeune homme dit qu'en fait, le monsieur, vraiment, il était bien. Lui, le monsieur était super bien. C'était un banquier. Il vivait dans une très belle maison qu'il avait même fait retaper, il avait fait changer les meubles et tous les trucs pour que la jeune mariée ne vienne pas un peu comme si elle vient dans la maison d'une morte, non? Vous voyez? Donc, même leur chambre, étant donné que c'était une suite, ils ne pouvaient pas changer de chambre, ils ont gardé la même chambre, mais juste il a changé la déco, la peinture, les meubles, il avait tout changé vraiment, il avait tout changé. Donc voilà que quand la fille arrive, le gars direct, il décide de tester la garantie qu'on lui avait donnée quand il achetait le lit. Première année, premier enfant. Deuxième année, deuxième enfant. Donc ça sortait seulement comme ça sortait. Voilà alors que le gars dit qu'en fait, c'est justement à la naissance du deuxième enfant que petit à petit, on dirait que le masque qui était sur le visage du monsieur glissait. Il commençait à devenir un peu un style un peu renfermé et tous ces trucs-là. La fille n'avait même pas acquis de son côté à lui, du côté de sa famille, demander pourquoi. Parce que la famille du monsieur ne venait pas trop à la maison. Ça ne dérangeait pas la fille, hein, parce qu'elle ne voulait pas vraiment la belle famille qui sont souvent là sur tes épaules. Et il n'avait envoyé personne rester chez eux. Non. Donc c'était seulement son petit frère, elle, son mari et les 2 petits enfants qui étaient là, les 2 petits bébés qui étaient là.
Donc la fille, bon, elle voit un peu comment son mari change et son jeune frère, il observe, il voyage de plus en plus et tout ça. À une période, il se rend compte que même sa grande soeur aussi commence à se renfermer, elle est un peu un style, voilà qu'elle est enceinte du 3e enfant. Le gars se demande que, hey, c'est comment? Donc, il avertit un peu à la maison, donc, maman, on vient un peu. Ta fille, elle est ici, elle est enceinte, mais elle est souvent soucieuse, un style là. C'est comme s'il y a un problème. Et tonton, lui, il est tout le temps entre 2 avions. Viens un peu voir ce qui se passe. Quand la maman vient alors, elle demande, la fille ne dit rien. La maman demande, pardon, tu es enceinte. Il y a un problème avec la grossesse. Dis-nous, on peut arranger. Il y a quoi? Elle est là, que non, elle ferme la bouche. Elle serre les dents. La femme, la maman alors, s'entend que, hey, c'est comment? Elle demande que, mais attends, il faut même que je parle avec sa mère alors. C'est quoi? Il te tape, il fait quoi et tout ça. La fille, non, ça va, ça va. Mais la maman là, en bonne maman africaine, elle est allée vérifier. Quand elle part alors vérifier, on lui dit que, pourquoi est-ce que c'est quand vous avez les problèmes que vous venez demander? Quand ta fille avait rencontré le gars là, avant d'aller prendre sa dot, pourquoi vous ne demandez pas souvent avant? Vous voyez l'argent, vous courez. Pourquoi vous ne demandez pas souvent avant? Là où tu es là, sache alors que ta fille, elle sait déjà de ce qui lui arrive. Le premier enfant, deuxième enfant, là, elle ne savait pas. C'est maintenant qu'elle s'est rendue compte de la maison dans laquelle elle est entrée. Vous voyez même que la belle famille ne fréquentait pas trop leur propre fils. Vous ne vous posez pas souvent aussi des questions. Vérifiez avant, non? Qu'est-ce qui se passait à la famille? Le gars dit que, qu'est-ce qu'on a dit à leur maman? On a dit à leur maman que le monsieur était dans un truc, quand il avait épousé sa première femme qui a été décédée avec l'enfant là, il avait demandé à sa première femme de le joindre dans le truc là, parce que normalement quand ils sacrifient, ils offrent leur sacrifice. Donc quand on sacrifie un enfant, personne ne va aller trahir l'autre. Vous voyez, non? Personne ne va aller chercher que, mais pourquoi est-ce que mon enfant n'est plus? Vous voyez, non? Donc chacun ferme seulement la bouche. Voilà alors que maintenant, on venait aussi de demander, c'était à la avant la 3e grossesse, on avait dit à la fille que ma soeur, où tu es arrivée là, moi, mon groupe, je suis dans le groupe des hommes, tu vas seulement intégrer le groupe des femmes parce que tout ce que tu vois là, tout ce qu'on a là, c'est basé, nous sommes assis sous la protection de quelque chose. Il faut que tu entres aussi dans le cercle des femmes. Elle avait refusé. Voilà, elle était déjà en train de refuser. C'est ce qui justifiait le comportement de son mari, le fait qu'il ne restait presque plus à la maison, il était tout le temps en train de voyager et ces trucs-là. Quand la maman entend ça, elle demande alors au monsieur qui lui avait dit qu'on va alors faire comment. Le monsieur dit que, oh ma chérie, je ne peux même pas tenter le monsieur là. Ce qu'il y a, c'est que déjà les enfants que ta fille a là lui appartiennent déjà. Il n'y a même pas à discuter dessus. Je ne peux même pas essayer de discuter les enfants. C'est son sang. Vous avez fait l'erreur. Vous allez seulement assumer, c'est son sang. Tout ce que je peux faire, je peux peut-être me battre seulement pour la fille, mais j'aurai même besoin d'aide pour ça. Je peux seulement me battre pour retirer ta fille de là. Mais il faut qu'elle soit d'accord de laisser ses enfants. Et elle va devoir laisser ses enfants. Elle ne peut pas laisser ses enfants, ni physiquement, ni mystiquement avec le monsieur là. Déjà qu'il a déjà dévoilé son visage. Il lui a déjà dit qui il était et ce qu'il attendait d'elle. Donc, si elle est d'accord, tu viens ici avec elle. Malheureusement, le gars dit que quand sa maman avait expliqué la situation à la soeur, ils ont tout fait. Elle a refusé jusqu'à ce qu'elle a accouché. Elle est tout dans la maison là. Ils ont déjà perdu un enfant. Ils ont déjà perdu un enfant. Leur maman ne met même plus les pieds chez elle. Elle a dit qu'elle ne peut pas venir faire le homogo, comment dire, quand une femme accouche là, on vient te masser, on te donne, ta maman vient te masser, elle reste quelques mois avec toi, elle prend soin de toi et du bébé et tout ça. Elle a dit que je ne peux pas venir faire ça pour des sacrifices. Je sais que les petits enfants que tu es en train de m'accoucher là, je ne pourrais pas rester avec eux, ils ne pourront pas rester avec moi. Je suis en train de participer à quelque chose d'horrible. Je ne peux même plus venir dans ta maison, je suis désolée. Donc la fille où elle est là, le jeune homme aussi, on l'avait fait, la maman l'avait prise là-bas, elle avait dit que pardon, il ne faut pas qu'un jour une balle perdue prenne mon enfant ici, que quelque chose a faim dans la maison là, ça ne trouve personne, ça vient prendre mon enfant. Pardon, tu me remets aussi ton petit frère. Maintenant, reste, tu gères ce que tu gères là-bas. Je ne suis plus là. Donc, voilà comment. Et il disait en fait ça pour dire quoi? Il disait que parfois, c'est difficile. C'est horrible. C'est horrible de voir quelqu'un qui est en train de se noyer. Tu plonges dans l'eau, tu veux l'attraper, tu veux le secourir. Mais il y a des moments, hein, lâche la main de la personne et que la personne se débrouille. Si la personne ne veut pas s'en sortir, laisse-le. Sinon, il va se noyer avec toi. Passez une bonne journée, la famille. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. Salutations respectueuses à tous les initiés, à tous les narrateurs
de la page. Commentez au maximum la famille pour booster la page et partagez au maximum, s'il vous plaît. Alors, la famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune Zambien qui a raconté un souvenir d'enfance, une histoire qu'il avait vécue quand il était encore jeune, donc dans les 17 ans comme ça. Il dit que à chaque vacances, ses cousins et lui se battaient pour aller passer les vacances chez leur grand-mère. Leur grand-mère, elle avait en fait un fast-food africain où elle présentait chaque jour des menus différents. Alors, les enfants aussi y allaient parce que, vous savez, non, il y a souvent les restes de nourriture là, il y a la bonne ambiance. Et en plus de ça, aubaine pour les parents, à la rentrée, ils avaient leur argent de scolarité. Alors, voilà qu'il avait remarqué que pendant qu'ils travaillaient généralement là-bas, l'une de leurs tâches, en plus d'être les yeux et les oreilles de la grand-mère sur le lieu au niveau du fast-food, on les envoyait aussi parfois récupérer différentes choses, parmi lesquelles ils avaient l'habitude d'aller récupérer l'eau bénite chez un papa là. Et quand ils arrivaient, généralement, on ne leur donnait jamais l'argent. Généralement, la grand-mère avait déjà réglé avec le monsieur. Donc, quand ils arrivaient, juste, ils prenaient le sac de marché dans lequel il y avait des bouteilles d'eau Tanguy. Des bouteilles d'eau, quand je dis Tanguy, ce n'est pas l'eau Tanguy là-bas, mais ils disaient que c'était les bouteilles d'eau minérale chargées d'une eau un peu trouble là, d'une eau qui n'était pas claire. Et quand ils demandaient, leur grand-mère leur avait dit que c'était l'eau bénite, que le monsieur, dans son village, il y avait une source d'eau bénite là, qui faisait des miracles, dont elle utilisait cette eau-là pour sa cuisine. Voilà alors que, et le gars dit que c'était apparemment, bon, les plats vraiment, le restaurant, tout ce qu'on préparait jusqu'au soir, il n'y avait plus rien. Surtout, il y avait des plats spéciaux. C'est plus tard qu'il s'est rendu compte. Il y avait certains plats spéciaux. Là, la grand-mère refusait qu'il y touche. Même, il ne fallait même pas lécher l'huile de ces plats-là. Non seulement c'était des plats plus chers, mais en plus de ça, c'était... Et en fait, il n'avait pas compris. C'est plus tard qu'il a compris. Il dit alors qu'un jour, un jeune gars de leur quartier avait décédé et c'était la période où il fallait aller pour la levée du corps. Il dit qu'arrivé alors à la morgue, au niveau de la morgue, c'était la morgue d'un hôpital donné. Il arrive là alors, il dit qu'il est assis avec les amis du quartier. Bon, ils étaient un peu tristes parce que ce n'est pas généralement évident de perdre surtout un être jeune et tout ça. On s'attend à perdre les vieux, pas les jeunes et tout ça, surtout quand ce sont vos amis du quartier avec qui vous jouez souvent, vous tapez souvent dans le ballon. Donc, ils étaient là pendant qu'ils causaient. Il est étonné de voir le monsieur chez qui il part souvent chercher l'eau, qui entre, sort, donne les directives et tout ça. Et il demande un peu aux gens à côté que, attendez, le monsieur là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un des parents du jeune, parce qu'il y avait aussi d'autres familles qui venaient attendre leur corps. C'est un des parents des gens. On dit que non. Ça, c'est l'un des morguiers ici. Comment ça, c'est un morguier? C'est un des morguiers ici. Il dit, ah, ok. Parce qu'il sait qu'il avait l'habitude. Mais quand il parle avec le monsieur, là, ah, bonjour et tout ça. Mais le monsieur, à sa surprise, avait été un peu froid avec lui. C'était dit, ah, peut-être que bon, vu l'environnement et comment dire ça? Ce n'est pas un endroit où peut-être tu vas venir taper les commentaires et tout ça. Il est rentré s'asseoir, il n'a plus pensé à ça. C'est plus tard lors d'un grand scandale dans leur pays, on avait attrapé quelqu'un qui utilisait l'eau du cadavre. On avait attrapé apparemment un réseau de personnes qui vendaient l'eau de cadavre à certains restaurants et fast-food et tout ça de la ville. Quand l'affaire avait alors chauffé, il avait entendu dire qu'on mettait l'eau de cadavre dans les nourritures et tout ça, qu'il avait fait alors le lien. C'était des années plus tard qu'il avait fait le lien avec sa grand-mère, avec le fait qu'ils allaient chercher l'eau chez le monsieur là, le fait qu'il avait vu à la morgue et aussi le fait qu'elle leur interdisait de manger certains plats du restaurant. Donc, c'est comme ça qu'il avait découvert le poteau rose. Dans la famille, je venais dire ici, vous savez déjà la chanson, non? Priez avant de sortir. Si vous faites manger à l'extérieur, vraiment priez et regardez autour de vous à quoi ressemblent les trucs, comment c'est et tout ça. Et écoutez l'esprit dans vous. Écoutez l'Esprit Saint, écoutez les directives de vos anges. Parce que vous devez comprendre. Posons un peu la question de savoir pourquoi est-ce que même dans les livres saints, dans la Bible par exemple,
il y a, étant donné qu'ils sont majoritairement chrétiens sur la page, il y a des directives, par exemple, sur les animaux à manger ou pas. Dieu dit, il y a les animaux qui remuent leur nourriture. Il te dit le nombre d'ongles dans le sabot, au niveau des sabots, que l'animal doit avoir. On demande, par exemple, il y a les trucs comme l'hyène, les charognards et tout ça. Vous savez, il y a des animaux qu'on ne mange pas. Même jusqu'aux poissons, Dieu dit bien que ne mangez pas les poissons qui n'ont pas d'écailles. Dans la famille, demandons-nous pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème si je mange tel animal, ne mange pas la viande de porc et tout ça? Non seulement la médecine a prouvé que ces viandes-là sont dangereuses pour l'être humain, mais quand Dieu attire l'attention, je me dis que peut-être ça joue sur nos vibrations. Ça empêche, imaginez un peu, tu es en train de prier, tu as mangé des choses que Dieu ne veut pas. Ta prière monte, monte, monte. Ça n'arrive même pas au premier ciel, ça redescend sur terre. Peut-être parce que au niveau de la vibration spirituelle, ces aliments-là ont peut-être un impact sur notre vibration spirituelle. Vous voyez un peu, ça ne permet pas à nos énergies de monter, à nos prières de monter. C'est peut-être ça. Ça détruit même un peu le bouclier que nous avons autour de nous. Ça nous rend facilement utilisable par les mauvais esprits ou bien, vous savez. Parce que pourquoi est-ce que quelqu'un va prendre l'eau des déchets d'un corps en putréfaction? Parce que dès que quelqu'un meurt, la décomposition commence. Il prend cette eau-là, il met dans le truc. Et ces gens ne sont jamais, vous n'avez jamais entendu dire qu'ils ont des chaînes de restaurants partout, ils ont des franchises partout. Vous n'avez jamais entendu dire ça. Ils se sont jamais, les gens, ils vivent dans le truc, c'est sale, c'est toujours un jar. Parce que les gens qui sont spirituellement élevés vont toujours demander aux autres, mais vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne sentez pas cette odeur-là. Mais les autres viennent se mettre, ils s'asseyent, ils se marchent même dessus pour aller bagarrer autour eux. Parfois pour entrer dans des endroits hyper sales. Vous comprenez la famille? Donc posons-nous un peu les questions. Pourquoi est-ce que ces gens-là font ça? Pourquoi est-ce qu'ils risquent leur vie, risquent leur liberté pour faire ces trucs-là? Ou donner des trucs de leur corps et qu'ils mettent dans les nourritures et viennent vendre aux gens. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Et ça ne les amène jamais nulle part. Ils ne sont pas super riches. Ils n'ont pas une belle vie. La progéniture plus tard s'ouvre. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Donc la famille, s'il vous plaît, faisons attention à nous. Vous savez, en l'islam, par exemple, on dit faites attention, les endroits qui sont super sales et tout ça. Parce que les mauvais esprits que nous, en islam, on appelle les djinns, vivent dans les milieux sales, les poubelles et les trucs. Donc quand tu vois un milieu que quelqu'un pourrait même acheter un petit sac de sable et verser pour un peu protéger l'endroit, essayer de peindre. Quand c'est hyper sale, demande-toi que mais qu'est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il vit là? Ces êtres-là ne vivent que dans les endroits sales comme ça. Vous comprenez? Donc, quand une ville est maintenue immensement sale là, vous devez comprendre que ces poubelles-là jouent aussi un lien spirituel dans le contrôle de cette population. Passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la team. Et il s'agit maintenant de la 2e histoire. La 2e histoire, je vais la prendre à la genèse. Bon, je me dis que ça a toujours un rapport. Hein. Bon, il m'arrive de faire des rêves où aussi je me vois dormir et je traverse en fait le mur et je suis à l'extérieur de ma maison. Quand je suis à l'extérieur de ma maison, il y a quand même une certaine différence dans ce rêve-là. Il y a beaucoup de lumière. La lumière, je sais pas, c'est des couleurs... des couleurs qui tendent vers le violet, le rose. En fait, c'est comme si je suis dans un monde où il y a beaucoup de couleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Donc, il n'y a pas la lumière, en fait, du soleil comme ici, mais je me retrouve dans un monde avec d'autres couleurs. Et quand ça se passe, c'est parce que je sens que je suis en danger. Et donc, je fais un rêve dans lequel je suis en danger et donc je sors de mon corps et je traverse le mur et je me retrouve dans ce monde-là. Mais ce monde-là, c'est le même monde que dans lequel je suis. Vous voyez, c'est la couleur qui différencie. C'est-à-dire, si je traverse le mur et que je suis de l'autre côté du mur, j'ai affaire à des couleurs. Mais quand je reviens chez moi, là, bon, c'est normal, quoi. Vous voyez, c'est normal. Et donc, quand ça arrive, je sais que je suis en danger. Je sais que spirituellement, il y a un problème. C'est-à-dire, bon, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Et moi, je pense que quelqu'un m'appelle.
Et quand la personne m'appelle, j'arrive à quitter. Je sais que je suis en danger. Quelqu'un me veut du mal, en fait. C'est l'impression que j'ai. Et chaque fois quand il m'arrive d'avoir ces genres de solutions, moi j'ai affaire à une mère qui est très spirituelle, qui croit au mystique, et j'ai affaire à un père qui est, je dirais, carré. Lui, il est scientifique. Il est tout le temps en train d'expliquer tout scientifiquement. Même quand il t'arrive quelque chose, il va dire, ah ben non, ça c'est le subconscient qui fait ça, non, ça c'est la conscience qui fait ça, ah, ça c'est un phénomène physique, ça c'est un phénomène chimique. Avec lui, on ne peut pas trop discuter. Donc, du coup, moi, quand j'ai affaire à ces genres de choses, moi, je discute avec ma mère qui a vécu plein d'histoires mystiques dans sa famille. Ça, c'est une autre histoire que peut-être si elle permet un jour, elle n'aime pas trop qu'on en parle, donc si elle permet un jour, je pourrais vous le raconter. Donc, elle est très sur ses gardes. Et elle est aussi quelqu'un, quand elle était petite, elle avait, je pense, elle avait le septième œil ou le septième sens, je ne sais pas comment vous appelez, le troisième œil, c'est ça, le troisième œil. Et donc, ses parents ont eu peur parce qu'elle voyait plein de choses. Donc, on a dû lui faire les coutumes pour qu'elle ne voie pas. Et en lui faisant les coutumes pour qu'elle ne voie pas, je pense qu'il est resté un peu. Elle est quelqu'un qui suit vraiment son intuition. Et je pense que moi, j'ai hérité de ça. Quelqu'un qui suit vraiment son intuition. En fait, quand je dors et que j'ai un sentiment que demain, en fait, ça se matérialise par un rêve où j'entends une voix qui me dit, demain, tu ne dois pas faire ça. Ou quelque chose. Et donc, c'est une question d'intuition. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine je pense, c'est du 8 ou le 7 ou le 8 mai. Donc, je dors la nuit du dimanche au lundi. Je fais un rêve dans lequel j'ai un problème avec ma dernière enfant. Et donc, du coup, la police vient chez moi. Quand la police vient chez moi, c'est des discussions, je ne comprends pas. Ah oui, vous avez maltraité votre enfant. En fait, je ne comprenais pas le rêve, de quoi il s'agissait. Et donc, du coup, je me réveille. On me fait une amende de $750, je pense. Hein. Et moi, je ne vis pas aux États-Unis, mais c'était une amende de $750. Et donc, du coup, je me demande, mais c'est pourquoi l'amende? Et donc, je me réveille en sursaut. Je dis, aïe, c'est qui veut prendre mon argent comme ça? Et donc, je vais aux toilettes, je reviens me coucher. Et chose bizarre, le rêve continue à la partie où on m'a tendu l'amende. Le rêve continue. Donc, je me réveille encore en sursaut. Je dis, mais c'est quel genre de rêve qui continue? Bon, j'ai minimisé. La nuit du lundi au mardi, je rêve que ma fille a un problème. La police est venue pour me faire une amende. Je dis, mais c'est pas possible. Et l'histoire de l'amende continue, 2 jours de rêve. Le 3e jour, je rêve que ma fille a déposé mon téléphone sur la plaque de cuisson. Le téléphone a pris feu. La police et les pompiers sont revenus. 3 jours de suite. Hein. Et ça faisait 4 rêves. Bon, un qui continuait et puis 2 qui se suivaient, quoi. Donc, je me dis, mais c'est pas normal. Donc, j'appelle mon père et je lui raconte l'histoire. Lui, il me dit, ben non, c'est le subconscient qui a réagi. Je t'avais dit, la petite, fais attention à la petite. Peut-être que ton subconscient ou c'est ta conscience qui a enregistré quelque chose qui concerne la petite. C'est-à-dire que tu dois être prudente. Mais moi, j'ai l'intuition. Moi, je sais que la police vient pas, on fait pas un rêve. Je lui pose simplement la question. T'as déjà vu un rêve qui se bloque et qui reprend au niveau où tu l'as laissé? Il dit, ben ça c'est improbable en fait. Il dit donc scientifiquement, tu peux pas expliquer que le rêve. Donc tu diras que ma conscience a enregistré le rêve avant. Je me suis recouchée, ça recontinue. Il me dit, mais non, mais il faut faire attention quand même avec la petite. Donc je trouvais ça quand même bizarre et j'ai commencé à mal me sentir. Et donc je dis, ben allons-y à la personne qui est mystique. Donc, j'appelle ma mère et je lui dis, ben, tu sais, moi, j'ai un problème. Elle me dit, mais il y a quoi? Je lui raconte les rêves. Elle me dit, fais attention à la petite. Mais je vais quand même appeler une personne que je connais qui va aller voir de quoi il s'agit. Et ma mère, le vendredi, elle m'appelle et puis elle me dit, le vendredi dernièrement, là, elle m'appelle et puis elle me dit, ah, ben, j'ai fait le sacrifice. Bon, moi, j'ai pas compris.
Mais j'ai pas posé. Vous voyez, souvent, quand on est dans les vapes, on ne se pose pas les questions. Donc, moi, j'ai pas posé la question, c'est quoi le sacrifice, quoi. Et donc, du coup, dimanche, je devais sortir avec les enfants, aller à 30 km d'ici, dans un parc. Et vers 11 heures, j'étais en train de faire la cuisine. J'ai commencé à avoir des vertiges, des maux de tête. Je ne me sentais pas bien. Donc, j'appelle ma copine et je lui dis, ben, ma CP, on va lâcher l'affaire d'aller dans le parc là parce que moi je suis fatiguée, je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je me sens pas bien. Moi je suis en train de faire à manger. Quand je termine ça, c'est terminé quoi. Moi je vais me coucher. Ma petite là, elle vient, on était ensemble, on était bien. On sonne à notre porte, c'était les voisins, ils disent ben est-ce que la petite peut venir jouer? Donc elle est allée jouer. Une heure après, on sonne encore à la porte, je les vois, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle hurlait, elle criait, elle dit ah, elle a mal, elle a mal, elle a mal. J'ai dit mais t'as mal où? Et donc la voisine me disait mais non, elle est tombée, elle était sur un tapis, ma fille a tiré le tapis, elle est tombée. Et donc du coup, tellement elle criait, moi je dis mais arrête ton cinéma. Et donc du coup, je lui ai donné de l'ibuprofène et je dis mais va te reposer. Donc pendant qu'elle, elle se reposait, elle dormait, moi aussi je dormais. Et donc du coup, vers 20 heures, je dis à son frère, mais va voir ce qu'il y a, parce que ça fait trop longtemps qu'elle dort et tout. Et donc, on y va, on voit que le bras a gonflé, doublé de volume. Donc je me dis, allons, là, c'est pas le cinéma, donc c'est réel. Donc je l'amène aux urgences et tout. Vers 3 heures du matin, on me dit, ben ouais, elle a eu l'os du... Je pense que c'est le fémur. Non, c'est pas le fémur. L'os du coude est cassé et il est cassé de telle façon même qu'il il est cassé en deux, donc il est sorti, quoi. Donc, du coup, je me dis même, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, j'appelle ma mère. C'est la partie où je ne sais pas si c'est mystique ou pas. J'appelle ma mère et je lui dis, mais la petite, elle a eu un problème. Et ma mère me dit, ah, voilà, le sacrifice. Et je dis, ben, le sacrifice, c'est quoi? Elle me dit, non. Quand je renvoyais la personne pour voir, la personne est revenue, à votre fille en danger. Hein. Elle aura, la personne avec qui elle lutte d'habitude là, s'est levée encore, elle aura un grave accident de voiture. Elle aura un très grave accident de voiture. Et donc, genre, vous ne pouvez pas empêcher, quoi. Mais vous pouvez, en faisant un sacrifice, diminuer, en fait. Essayer de diminuer l'intensité de ce qui doit lui arriver. Et donc, il me dit, de toute façon, elle dit, on m'a dit de toute façon, si on n'arrive pas à l'avoir, on va avoir quelqu'un qui est à côté. Et donc, il dit, c'est pour ça que je fais le sacrifice. Je dis, mais c'est pas possible. Vous savez, c'est difficile hein, d'accuser les gens, mais moi, je crois vraiment en Dieu et je crois au mystique. Je crois au mystique parce que moi, chaque fois quand j'ai des discussions avec mon ex, quand on est vraiment en bagarre et que je décide, moi je ne te parle plus, moi je le bloque de partout là, vous voyez, sauf le téléphone que je laisse au cas où il y a un problème, je le bloque en disant, avec moi ça marche plus. Quand le téléphone sonne, je dis aux enfants décrochez et puis vous discutez avec lui et tout. Dès que ça se passe, il y a toujours un phénomène. En fait, j'ai la malchance qui va m'arriver. Ah, j'ai oublié de le dire, hein. J'ai une partie que j'ai oublié de dire dans le rêve. Le dernier rêve où ma fille a fait brûler mon téléphone, la personne qui est venue avec les policiers et les pompiers, c'était mon ex. Et il a amené 2 plats de riz. Vous voyez le riz, chez nous en Afrique de l'Ouest, on dit du riz gras. On dira du jollof rice ou du chepjen. Il a amené les 2 plats de riz avec du poulet. Ça, je ne peux pas oublier parce que le poulet était frit au-dessus. Et il m'a tendu un plat de riz en me disant de manger. Et j'ai mangé quelqu'un avec qui on a chaque jour des histoires. Et il riait avec moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? C'était dans le rêve. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il est venu pour qu'on fasse la paix. Donc, j'ai pris le plat de riz, j'ai mangé le riz et je n'ai pas mangé la viande. Et donc, ma mère me demandait, avant d'aller regarder là, t'es sûr que tu n'as pas mangé la viande? Je dis, non, non, j'ai mangé que le riz. Et c'est bizarre, mais avec ce monsieur, chaque fois qu'on est dans des discussions, il m'arrive quelque chose que je n'ai pas prévu. Et comme je le sais,
chaque fois quand j'ai une discussion avec lui, la première des choses que je fais, je mets mon citron et mon ail partout, dans toutes les positions de ma maison. Au moins, sinon, je vais faire des rêves bizarres, des rêves où je suis en train de me battre avec des gens, des rêves où on est en train de me chasser. En fait, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais cette fois-ci, là, le dernier rêve que j'ai fait, c'était où il me donnait le riz avec la viande. Et c'est le lendemain que j'avais appelé ma mère qui a dit, je vais regarder et je te tiens informé. En fait, c'est des coïncidences. Je ne sais pas. Moi, je pense peut-être que c'est une coïncidence hein, que je l'ai vu. Mais moi, je pense que le fait d'avoir rêvé 3 fois avec un rêve continu de mon enfant, je savais que mon enfant était en difficulté. Et ma copine me disait, c'est sûr que c'est un rêve prémonitoire. Puisque tu as payé de l'argent, des amendes, peut-être que tu devrais faire attention. Bon, en fait, c'est à vous de juger, de me donner votre avis dans les commentaires. Merci et que Dieu vous bénisse et excellente journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.